Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. L'humanité a connu au fil de son histoire plusieurs révolutions technologiques qui ont complètement bouleversé le paysage à la fois social, à la fois économique, à la fois politique. Et je suis persuadé qu'avec l'avènement des intelligences artificielles, je pense que nous sommes rentrés dans une autre histoire et que l'ère numérique arrive donc à son apogée et que ça va représenter un défi majeur pour notre humanité. Je vais expliquer en prenant de la hauteur et en m'appuyant sur l'évolution de l'histoire. Cette histoire d'intelligence artificielle n'est pas une énième lubie de geeks et d'informaticiens. Ce n'est pas juste un petit produit dérivé de nos recherches, ça va complètement bouleverser notre humanité aussi implacablement et aussi certainement que l'invention de l'écriture l'a faite avant et l'invention de l'imprimerie. Je vais m'évertuer dans cette série de quelques épisodes à vous faire prendre conscience de ça, et pour ça, ou pour pouvoir sentir dans quelle direction l'avenir va, rien de mieux que de s'asseoir et de regarder notre histoire. Et dans cette vidéo, on va commencer par la première partie qui est de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité. Le prisme, pour pouvoir observer les changements qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, je vais donc utiliser la notion et le concept de système d'information. En tant qu'être humain, nous sommes de façon innée, de façon organique, de façon biologique, organisés comme un système d'information. Je m'explique. Un système d'information contient 4 grandes fonctionnalités. La première de ces fonctionnalités, c'est la capacité à collecter de l'information. Donc cette information qui est à l'extérieur de nous est captée par nos sens et ensuite devient réellement de l'information. Donc ce stimuli est capté, ce signal est capté par nos sens et par le biais de notre système nerveux et sensoriel et cérébral, il va prendre une signification, il va prendre un sens pour devenir une information. Quand j'entends un son, ce son, en fait, je n'entends pas le son, je perçois le signal du son qui va venir dans mon organe de l'audition, dans mes tympans, qui vont vibrer, qui vont propager cette vibration à travers des signaux électriques et nerveux jusqu'à mon cerveau. Et mon cerveau, avec les zones qui sont consacrées à interpréter ce signal, va transformer ça en son dans mon esprit et ça va devenir une information. Donc de la même façon, tous nos sens nous servent à collecter de l'information. Et la collecte d'information, c'est la première fonction d'un système d'information. La deuxième fonction d'un système d'information, une fois que ce son est collecté, cette information est collectée, c'est de stocker cette information, de conserver ça dans une mémoire. Pourquoi ? Parce que si l'information sort du système et ne reste pas dans le système, elle ne pourra pas passer à la troisième phase qui est la phase de traitement de l'information. Donc, une information qui est perçue doit être enregistrée, doit être classée, doit être organisée, enregistrée dans le système d'information. C'est la deuxième fonction d'un système d'information. Et nous, une fois de plus, en tant qu'être humain, nous avons cette deuxième fonction qui est déjà câblée en nous. C'est notre mémoire qui nous permet de mettre cette information au premier plan pour pouvoir la processer, pour pouvoir la traiter, pour pouvoir la réfléchir, etc. Donc, la deuxième fonctionnalité d'un système d'information, c'est la capacité d'enregistrer l'information. Et chez nous, les êtres humains, c'est la mémoire qui nous permet de faire ça. La troisième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de traitement de l'information. Une fois que ce son que nous avons enregistré en mémoire, automatiquement, notre cerveau, notre organe de la cognition, notre organe de la réflexion, nos pensées, notre imagination, notre créativité, notre capacité de traiter l'information va instantanément se mettre en action pour pouvoir travailler cette information. Ça, on appelle ça le traitement de l'information et c'est la troisième fonction d'un système d'information. Et enfin, la dernière fonctionnalité d'un système d'information, c'est la capacité à diffuser cette information vers l'extérieur. Donc, une fois qu'on a traité l'information, une fois qu'on a qualifié ce son, une fois qu'on a processé, attention, c'est le son d'un dent de sabre, c'est le son d'un mammouth qui est fâché. Une fois que ce son est traité comme ça, je vais prendre une décision. C'est ce qu'on appelle la diffusion de l'information. C'est que ce soit une parole de hurler à l'aide ou que ce soit de prendre les jambes à mon cou, ça, c'est la diffusion de l'information.
c'est le partage de l'information, parce que je vais le dire à mes congénères. Donc voilà les 4 fonctions principales d'un système d'information. Je résume: la collecte de l'information avec nos 5 sens, ou avec notre propre réflexion qui nous renvoie de l'information également. Deuxièmement, la mémoire pour stocker cette information et puis pour pouvoir la réutiliser plus tard. Troisièmement, le traitement de cette information. On en fait quelque chose de cette information. Quand elle résonne en nous, on en fait quelque chose. On la compare déjà avec notre patrimoine d'informations qu'on a déjà. On la compare avec notre expérience. On la traite avec notre réflexion, etc. Et on en fait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le partage de l'information sous forme de décision qui va poser des actes ou sous forme de paroles, etc., etc. C'est pertinent que vous ayez en tête ça pendant toute l'histoire que l'on va parcourir de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à l'ère numérique, parce que c'est sous ce prisme seulement qu'on arrive à comprendre en quoi l'intelligence artificielle est une véritable révolution, voire même un changement de paradigme total dans l'histoire de l'humanité. Commençons donc maintenant avec la préhistoire. Avec la préhistoire, l'être humain est dans un combat constant au quotidien pour sa survie. À ce moment-là, il faut se battre pour rester en vie et l'être humain n'est pas au top de la chaîne alimentaire, bien au contraire. Il est une proie pour la plupart des prédateurs autour de lui, il sait à peine construire des outils, il vient juste de se séparer de sa branche commune avec nos cousins les grands primates et nos ancêtres donc sont des êtres qui sont en permanence sur le qui-vive avec des sens affûtés tels que nous ne les connaîtrons jamais à notre époque parce que nous n'en avons tout simplement plus besoin. Donc ici, la collecte de l'information est capitale. La capacité à pouvoir entendre un prédateur à distance, reconnaître une odeur, voir très loin l'arrivée d'un prédateur est décisive. Elle fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui servent de dîner. Donc à ce moment-là, l'être humain est focalisé sur tous les outils qui vont lui permettre de pouvoir collecter de l'information avec ses sens et l'être humain développe ici les êtres humains qui ont l'avantage par rapport à d'autres, ce sont des êtres humains qui ont une capacité, une force physique pour affronter l'adversité, une capacité à percevoir leur environnement et à comprendre ce qui s'y joue et à détecter les signes alarmants pour pouvoir s'adapter au mieux à cet environnement hostile, rugueux et essentiellement une question donc de survivre un jour après l'autre. Pendant cette période-là, il est très important également de traiter l'information correctement. Il est évident que si ma petite tribu de préhistoriens se balade dans la nature et qu'on voit un joli champignon rouge avec des taches blanches et qu'on ne sait pas ce que c'est, on va essayer d'utiliser nos sens pour essayer de collecter l'information maximum qu'on a, de comparer cette information une fois qu'elle est traitée en fonction de l'odeur, avec une odeur qu'on a enregistrée en mémoire par rapport à notre expérience, notre patrimoine d'informations déjà en stock, et de comparer ça avec l'expérience qu'on a déjà faite de choses similaires. Si jamais on se rappelle qu'il y avait un champignon rouge avec des taches blanches que René, notre voisin de tribu, la semaine dernière avait mangé, et que ça avait très mal fini pour lui parce qu'il en était mort, on ne va évidemment pas, à ce moment-là, on ne va évidemment pas manger ce champignon rouge avec ses taches blanches. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une information qu'on collecte, voilà, c'est ce champignon rouge et blanc que je vois. Je compare cette information dans ma mémoire avec le patrimoine d'informations que j'ai déjà, donc ce processus s'appelle le traitement de l'information. C'est-à-dire que je vais faire appel à ma mémoire pour faire rejaillir ce souvenir qui correspond et ensuite je vais mettre en lien ce souvenir avec cette nouvelle expérience. Je vais créer une connexion et par rapport à ça, je vais prendre une décision. Si en rapprochant cette expérience aujourd'hui avec cette expérience de la semaine dernière, je me rends compte que c'était décisif, je ne vais pas prendre la décision de manger ce champignon. Si au contraire, je me rappelle que le cousin René la semaine dernière s'était régalé de ce champignon, à ce moment-là, je vais être un peu plus téméraire et je vais manger ce champignon. Et je vais donc partager. Ensuite, si l'expérience est positive, elle va venir renforcer et enrichir dans ma mémoire cette information, ce patrimoine d'information, et je vais pouvoir le dire au reste de la tribu. Je vais pouvoir le partager avec le reste de la tribu. Ce champignon est comestible, vous pouvez le manger. De la même façon, dès qu'on va entendre un son
bizarre qui retentit, je vais comparer ça avec ma mémoire, donc je vais collecter le son, ensuite je vais le comparer avec ma mémoire, je vais traiter l'information, et si je me souviens que c'était le bruit que fait un dent de sabre qui se rapproche quand il est affamé, évidemment je vais prendre mes jambes à mon cou et je vais crier, partager avec mes congénères le signal d'alarme pour m'enfuir le plus vite possible. Donc à l'époque de la préhistoire, déjà notre système d'information fonctionne parfaitement, et c'est celui-là qui nous permet de survivre. Et la capacité à prendre une décision rapide, une décision pertinente, ici, ça se joue en fractions de secondes. Parce que dès que vous avez un son qui jaillit, on n'attend pas de faire un comité de décision pour savoir ce qu'on va faire. On prend les jambes à son cou et après on réfléchit. Ici, il ne s'agit pas, dès qu'il y a du mouvement dans les buissons, il ne s'agit pas de prendre le pari de savoir est-ce que c'est juste un oiseau ou est-ce que c'est un dent de sabre qui est caché dans le buisson. On se barre et après on se marre bien si c'était que des oiseaux, mais en attendant, ceux qui n'ont pas pris leurs jambes à leur cou, ils se sont fait dévorer. Donc on a ce système d'information qui fonctionne et puis on a d'autres mécanismes comme l'instinct de survie qui vont fonctionner aussi et qui sont des garde-fous qui viennent compléter notre humanité et nous permettre de nous en sortir. Mais dans le traitement de l'information, je veux que vous ayez en conscience que l'homme préhistorique déjà était doté exactement du même système d'information que nous actuellement. Exactement le même. C'est juste que certaines fonctionnalités, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de l'histoire, certaines fonctionnalités ont été outillées et ont été améliorées. Par exemple, à l'époque de la préhistoire, les 5 sens sont les fonctionnalités les plus développées pour pouvoir collecter de l'information. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas les 5 sens aussi affûtés que pouvaient l'être les hommes à la préhistoire, ou que peuvent l'être aujourd'hui ce qu'on appelle les peuples premiers, les tribus qui vivent encore en osmose avec la nature et qui ont besoin de ces 5 sens au quotidien pour pouvoir fonctionner dans cette harmonie avec la nature. Donc la première fonctionnalité dans l'histoire de l'humanité qui a été développée, ça a été les 5 sens, ça a été les sens et la collecte de l'information. C'est ce que je voudrais que vous ayez en tête. Et puis ensuite, l'être humain a découvert le feu. Alors je ne vais pas faire un débat historique ici sur comment le feu a été découvert ou pas, ce n'est pas la question, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de système d'information, le feu a dû constituer très certainement une révolution particulière. Pourquoi ? Dans la mesure où le feu a servi à la fois à mieux se nourrir, a servi à la fois à sécuriser son environnement, a servi à l'être humain de s'assurer de monter dans l'échelle de la chaîne alimentaire et de gravir quelques échelons, voire même de passer en tête, puisque doté du feu, l'être humain a mis le feu à des forêts entières et tué ainsi beaucoup de ses prédateurs, et pouvait se défendre contre des dents de sabre sans problème, fabriquer des objets, ne plus avoir peur la nuit, avoir un logis sécurisé, pouvoir rester à un emplacement sans craindre de se faire déloger par des bêtes sauvages, etc. Donc le feu a changé radicalement certainement le paysage et la vie, le mode de vie de ces premiers êtres humains. Mais ce que le feu a aussi certainement dû changer, c'est dans le traitement de l'information et dans la transmission de ce savoir, le feu a été primordial. On voit apparaître les premières peintures dans les grottes à cette époque-là, et je pense que tout ça a été rendu possible certainement par l'arrivée du feu. Et donc, ce que je pense, c'est que l'être humain est un être humain profondément social, parce que sans la tribu, on n'est rien. À cette époque-là, si jamais vous étiez mis hors de la tribu, vous ne pouvez pas survivre tout seul, longuement seul. Donc, l'être humain étant un individu social, sa capacité à partager de l'information aussi était à l'heure de la préhistoire très très importante. Raconter des histoires, transmettre des connaissances, transmettre le secret du feu, transmettre sa conservation, raconter le mérite de la tribu, transmettre la culture, tout ça a dû mettre aussi en branle ce deuxième et ce troisième élément de notre système d'information que sont la mémoire d'une part et évidemment le partage de l'information, le traitement et le partage de l'information. Donc, à cette époque-là, nous n'avions pas encore l'écriture, mais nous avions la parole et je suppose que le langage s'est amélioré très certainement, c'est sophistiqué pour pouvoir être capable de transmettre de l'information d'un individu à un autre et de partager ses savoir-faire et ses connaissances. Si on va dans la région, par exemple, des fouilles archéologiques au Kenya, dans la région du Turkana, on a retrouvé des éléments qui nous permettent d'avoir une démonstration claire du fait qu'il y a 3,3 millions d'années,
les êtres humains avaient déjà des outils pour traiter des aliments, pour pouvoir broyer des os, pour pouvoir cuisiner. Donc ça veut dire qu'il y a 3,3 millions d'années, on utilisait déjà notre système d'information pour collecter de l'information, stocker cette information, traiter cette information et partager cette information avec le reste de sa tribu. Si on va sur le continent asiatique, on retrouve des traces aussi d'utilisation d'outils pour pouvoir se souvenir de ce qu'on a à dire et transmettre ce qu'on a à dire. Et là, non pas simplement en peinture rupestre dans des grottes, mais on va le faire sur des os. On va le faire sur des os, ce qu'on appelle des os oraculaires. Ces os oraculaires qu'on a retrouvés en Chine, qui remontent à 5000 ans, témoignent du fait qu'on était capable de pouvoir écrire les symptômes et les prescriptions pour des différentes maladies sur ces os-là. Et donc, c'était une façon de transmettre le savoir. Donc ce que nous révèle en termes de système d'information le fait que l'être humain s'est senti obligé très rapidement d'écrire cette information sur des supports autres que sa mémoire pour pouvoir à la fois s'en rappeler et à la fois la partager, ça montre que l'être humain, déjà à cette époque-là de la préhistoire, avait conscience du fait que la mémoire était quelque chose qui n'était pas pérenne. C'est-à-dire que quand un individu possédait un savoir, s'il ne le transmettait pas, et s'il ne l'écrivait pas, ça devenait très compliqué de pouvoir conserver ce savoir dans le temps de génération en génération. Et donc ce qui nous emmène à la prochaine révolution qui est arrivée à l'Antiquité. Et cette révolution est la première dans l'histoire de l'humanité, c'est l'invention de l'écriture. Mais ça, on se réserve cette histoire pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera réfléchir et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.